Alors plusieurs choses à voir ou à essayer aujourd'hui, et parmi elles, ce compteur EDF qui est d'un modèle digital et monophasé. Je précise tout de suite que cet appareil va être démonté pour qu'on puisse voir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. La vidéo concerne aussi cette lampe à vapeur de sodium à haute pression de 70 watts qui a la particularité d'avoir un amorceur interne. La lampe à décharge prend place immédiatement sur sa douille E27 en porcelaine. Ici vous avez affaire à sa platine d'alimentation qui est constituée d'un ballast ferromagnétique donc prévu pour cette lampe. Il est branché en série avec elle et d'un condensateur de correction du facteur de puissance branché directement entre le neutre et la phase du secteur. Le compteur EDF sera branché sur le cordon secteur afin de pouvoir mesurer la puissance active, la puissance apparente aussi. Pour une lampe qui possède un amorceur interne, on trouve un ballast et un condensateur. Et pour une lampe qui n'a pas d'amorceur interne, qui est donc forcément externe, et on trouve les mêmes éléments, ballast, condensateur. La seule différence, c'est qu'il y a un amorceur qui est rajouté sur la platine. C'est le moment de raccorder le compteur EDF. On va d'abord enlever le carter qui permet d'accéder aux bornes. Je branche le cordon secteur, donc l'entrée, neutre et phase sur les deux premières bornes. Je mets le neutre d'entrée et de sortie vers la lampe ensemble. Ça ira plus vite. Et la phase de sortie qui va vers la platine de la lampe. Et voilà, c'est prêt. J'ai essayé d'avoir le plus d'obscurité possible, mais c'est pas évident. Je démarre la lampe. Et puis par la même occasion, je vais allumer la lampe avec amorceur externe, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors le compteur EDF s'est déjà allumé et commence déjà à prendre des mesures, uniquement pour la lampe 70 watts amorceur interne. Là on obtient la puissance, 40 watts, évidemment elle n'a pas fini de démarrer. La résolution de ce compteur EDF c'est 10 watts, j'ai regardé la notice donc on peut voir que 40-50 et pas les valeurs intermédiaires malheureusement. On voit 260 VA, alors j'ai compris pourquoi c'était aussi énorme, c'est parce qu'en fait le condensateur de compensation est complètement mort, il n'y a pas de compensation d'énergie réactive et le facteur de puissance est assez bas. Toujours 1 ampère. Pour le courant, la résolution, j'ai regardé la notice toujours, c'est tous les demi-ampères que ça s'incrémente. 60 watts, ça a augmenté. 70, on sent qu'elle continue toujours à évoluer. Si vous avez affaire à un lampadaire qui fait dans les 4 mètres de haut, on va dire, il y a des chances qu'il soit équipé d'une lampe de 70 watts comme celle-ci. S'il est plus haut, en principe, ce sera une puissance plus grande. Et puis si c'est des petites bornes qui sont à niveau du sol, il est possible que ce soit 50 watts, éventuellement 35 watts. Ces engins-là, c'est des lampes à économie d'énergie, donc ça veut dire que ça dégage forcément moins de chaleur que les lampes à incandescence ou halogène. Et donc on peut même poser les doigts sur la base près du culot, sans se cramer. Même après plusieurs minutes de fonctionnement, c'est encore tenable. Les deux lampes ont fini de s'allumer et c'est le moment pour moi de faire un dernier relevé de ce qu'affiche le compteur EDF. Courant efficace, toujours 1 ampère. 80 ou 90 watts pour la puissance côté cordon secteur. La lampe fait 70, mais il y a évidemment comptabilisé là-dedans les pertes dans le ballast, perte fer et perte joule. Et la puissance apparente, 220 volts ampères, ce qui correspond au fonctionnement sans condensateur. Il y a marqué 1 ampère sur le ballast, donc ça fait 1 ampère en ligne sur le cordon secteur, et 1 ampère fois 220 ou 230 volts, et ben ça fait bien 220 volts ampères. Et quand on débranche des lampes au sodium, il y a toujours le tube à décharge qui reste incandescent. Alors là, ça se voit pas forcément très bien avec la lumière de l'autre, mais regardez là. Okay. Bien, vous venez de voir fonctionner cette lampe dans son état normal, mais par chance, je possède la même lampe, à la différence près qu'elle a son ogive extérieure détruite. C'est intéressant puisque ça permet de voir précisément à quoi ressemble un amorceur interne. Donc dans la lampe, on trouve le tube à décharge qui contient notamment le mélange gazeux à base de sodium. Ici, un guetteur qui empêche la lampe de noircir pendant son fonctionnement. Et puis on trouve 2 ampoules contenant chacune un bilame, un normalement ouvert ici, un normalement fermé là. Les deux sont branchés en série, le tout est branché en dérivation sur les 2 bornes du tube à décharge. Globalement, ça fonctionne comme un starter de tube fluorescent.
Je sais que les détails techniques concernant ce dispositif intéressent seulement une minorité de personnes, et donc pour gagner du temps, je mettrai les explications sur le fonctionnement dans la description de la vidéo. Et tant que j'y suis, voici une lampe à vapeur de mercure haute pression de 250 watts, avec son ogive de verre couverte de poudre fluorescente. Évidemment, j'ai envie de dire, j'ai la même lampe avec l'ogive détruite, ce qui permet de voir les éléments internes. Qu'est-ce qu'on a? Un tube à décharge en quartz rempli de mercure liquide et d'argon. On voit des gouttes de mercure liquide ici dans le coin. 2 électrodes principales aux extrémités. Une électrode de démarrage où le courant est limité par cette résistance. Un espèce de réflecteur ici, je suis pas sûr que ce soit un réflecteur, mais en tout cas il n'y a pas ça sur toutes les marques. Faire fonctionner la lampe dans cet état, c'est dangereux puisque ça dégage de l'ozone et ça émet des rayons ultraviolets. À présent, il est temps de revenir sur ce cher compteur EDF. J'enlève le capot du bas et le capot du haut qui permet d'accéder aux bornes du secteur neutre et phase, ainsi qu'au bouton programmation que l'utilisateur n'a jamais à toucher évidemment puisqu'il se trouve sous le capot. Vous noterez que si vous enlevez le capot, il y a un micro-rupteur qui se déclenche et le compteur est capable d'enregistrer cette ouverture et donc d'enregistrer en fait une ouverture frauduleuse. C'est très chiant. Une des bornes de puissance. Une partie du micro-rupteur qui détecte l'ouverture. On a affaire à 2 circuits imprimés fixés l'un sur l'autre. On peut les séparer simplement sans rien abîmer. Sur ce premier circuit, on trouve la phase qui rentre, donc qui vient du transformateur EDF et qui ressort ici vers l'habitation. On trouve la même chose pour le neutre. Il y a juste une liaison faite ici pour alimenter le compteur. D'ailleurs, le compteur s'alimente grâce à ce transformateur électrique abaisseur. Il y a une varistance côté secteur pour protéger contre les surtensions. Un condensateur ici qui sert peut-être contre les parasites. On a un anneau qui entoure le conducteur de phase. C'est un capteur à effet Hall qui sert à prélever la valeur du courant, qui sert donc à faire les mesures de courant, de puissance, d'énergie et de puissance apparente. En voyant ce capteur à effet Hall, je me suis dit, ah ben tiens, je vais brancher mon oscilloscope sur sa sortie analogique et je pourrais observer le courant qui circule dans la phase, un peu comme si on utilisait une sonde de courant pour oscilloscope. Et puis finalement, j'ai dû abandonner cette idée puisqu'en observant attentivement les pistes du circuit imprimé, je me suis aperçu qu'il y avait une liaison entre le primaire du transformateur qui relie sur le secteur et son secondaire. Ce qui veut dire que le secondaire n'est absolument pas isolé du réseau. Et donc c'était dangereux de brancher l'oscilloscope, j'aurais pu faire sauter mon différentiel et peut-être abîmer du matériel, peut-être abîmer le compteur. Donc je ne l'ai pas fait. En analysant plus précisément les circuits, on s'aperçoit qu'il y a un pont diviseur avec des résistances qui relie le secteur sur la partie très basse tension. Et bien en fait, ça doit être certainement pour pouvoir prélever la tension instantanée du secteur entre le neutre et la phase pour pouvoir faire les mesures de puissance et d'énergie. Donc voilà, très attention à ça. Heureusement que je me suis aperçu du truc avant de brancher mon oscilloscope, puisque c'est trompeur. Quand on voit un transformateur, on se dit « Ah ben c'est une alimentation entièrement isolée, on peut faire ce qu'on veut au secondaire ». Et bien sur ce coup-là, absolument pas. Il y a bel et bien au moins un point commun entre le secteur et le secondaire du transformateur. Ici, on trouve un petit transformateur avec un circuit magnétique en ferrite qui supporte donc la haute fréquence. Ça sert à la sortie du téléreport, c'est décrit dans la notice, ça sert à transférer des informations contenues dans la mémoire du compteur hors du compteur vers certains appareils. Quand on regarde sur le dessous du circuit imprimé, on s'aperçoit que cette fois, c'est une transmission qui est parfaitement isolée du reste du compteur, donc on peut brancher l'oscilloscope sans danger. On voit pas mal de trous où il n'y a aucun composant implanté, où ils sont simplement prévus, et puis j'ai regardé la notice, c'est en fait réservé à des composants optionnels, pour des options disponibles sur le compteur. Ça, c'est un compteur tout simple, donc simple tarif. Il existe aussi des compteurs avec l'option jour-nuit pour piloter un contacteur heure creuse qui se trouve sur le tableau de distribution. Et là, pour ça, je pense qu'il y aurait forcément un relais implanté quelque part dans le circuit. Il y a aussi des circuits pour piloter, si je me rappelle bien,
un ballon d'eau chaude sanitaire et des circuits de chauffage. Alors si on se penche sur le deuxième circuit qui contient l'affichage LCD, on trouve les deux emplacements des boutons poussoirs de défilement et sélection. En parlant de l'afficheur, c'est justement un afficheur spécialement dédié pour les compteurs EDF, vu les caractères qu'il peut afficher. Là, la petite diode qui indique le transfert d'énergie. Dessous, on trouve 3 circuits intégrés et un quartz. Ça, je pense qu'il s'agit d'un microcontrôleur spécialement dédié pour les compteurs EDF, vu ce qui est écrit dessus. J'ai malheureusement pas trouvé sa documentation. Ce circuit-là, j'ai pas trouvé non plus sa documentation. Là, on a affaire à un CI à 8 broches qui porte la référence 24C02N. Il s'agit d'une mémoire EEPROM ou EEPROM, je ne sais pas comment on prononce ça. C'est donc une mémoire non volatile qui est, je pense, certainement utilisée pour stocker les données du genre abonnement, énergie consommée. Même s'il y a une panne de courant, les données restent stockées puisque c'est une mémoire non volatile, exactement comme une clé USB. J'ai branché l'oscilloscope sur la sortie téléreport pour voir les signaux qui en sortaient. On obtient ça, donc non, j'arrive pas à me synchroniser dessus. Donc soit une porteuse à 50 MHz présente qui représente un 1, soit une porteuse absente qui représente un 0 binaire. Là on voit bien que la porteuse est à 50 MHz.